2, 1, liftoff. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de conquête de l'espace. Aujourd'hui, nous parlerons de la première sortie dans l'espace effectuée par un humain, de la suite des programmes spatiaux des deux grandes superpuissances et de l'arrivée des nouveaux pays comme la France à pouvoir envoyer des charges utiles dans l'espace. Sur ce, c'est parti pour un nouveau épisode de conquête de l'espace. Le 18 mars 1965, la mission Voskhod 2 décolle de Baïkonour. À son bord, deux hommes, dont un qui s'apprête à effectuer la première sortie extravéhiculaire, dit EVA. Après Voskhod 1er, qui emporta pour la première fois 3 hommes dans le même véhicule, la seconde mission, elle, sera bien plus retentissante. Les Américains annonçant une prochaine mission ayant le même objectif, les dirigeants du bloc de l'Est, pris de court, décident encore une fois d'écourter le temps de préparation du lancement. Les scientifiques travaillent d'arrache-pied sur Voskhod 2, ils doivent construire en plus du lanceur et de la capsule qui lancera l'équipage un ensemble de tests. Cet ensemble sera un dérivé de Vostok et de son lanceur. La construction ayant commencé, il s'agit maintenant de savoir qui sera envoyé là-haut. Yuri, qui est interdit de vol, ne partira donc pas sur cette mission. Il faut choisir quelqu'un qui n'est pas encore volé, quelqu'un qui pourra faire face à toutes les éventualités de la mission. C'est pourquoi on choisit un cosmonaute qui au départ n'avait rien de la profession. Lui aussi recruté dans le premier groupe de cosmonautes de l'URSS, il ne volera pas sur Vostok car trop grand pour entrer dans la capsule. Il échoue à plusieurs tests après son recrutement et manque de se faire virer. Mais ce qui sauve sa carrière à ce moment-là, c'est sûrement ses compétences pour le saut en parachute, la détermination qu'il a et également sa capacité à se tirer des situations imprévues. Cet homme portait le nom de Leonov et le prénom d'Alexei. Son camarade de vol, Pavel Belialev, sera le commandant de la mission. Leonov devra subir un entraînement intensif allant de centaines de kilomètres à vélo jusqu'à l'isolement pendant un mois pour à la suite conduire à Mi-15 et voir s'il n'a rien oublié des capacités à vol, ainsi que des dizaines d'heures de répétition d'une sortie dans l'espace à bord d'un Tupolev reproduisant les conditions de son futur vol. Le vaisseau et le sas pour sortir dans l'espace nommé Volga sont prêts. Il ne reste plus qu'à les tester. Le 22 février 1955, la fusée teste son vol avec à son bord des mannequins. Sous la dénomination de Cosmos 57, le véhicule spatial est bien mis en orbite et le sas est correctement déployé. Mais lors de la rentrée dans l'atmosphère, la capsule explose. Un second vol test est prévu le 15 mars, celui-ci est un succès. Et 3 jours plus tard, c'est le jour du vrai lancement. Ce 18 mars 1965, le temps est neigeux sur la base de Baïkonour. Mais le vol est quand même maintenu. Une fois les dernières recommandations de Korolev faites aux astronautes, l'équipage prit place à bord de la capsule. À 10h, la fusée décolle de son pas de tir et envoie sans accroc les deux hommes dans l'espace. Placés sur une orbite avec comme hauteur maximale ou périgée d'environ 480 km, Leonov enfile sa combinaison Berkut à l'aide de son camarade. Une fois tout le support de vie sur son dos, Belialev déclenche l'ouverture du sas Volga. Il ouvre également la porte intérieure de ce même sas. Alexei rentre dans le sas Volga. La porte se referme derrière lui et il attend quelques instants pour effectuer quelques réglages. Et enfin, il ouvre la porte extérieure, il respire un bon coup et se lance tête la première dans l'espace. Il s'accroche à Volga et enlève le capuchon de la caméra fixée à l'extérieur avant de s'élancer dans le vide interstellaire. C'est le premier homme dans l'espace et ce qu'il voit est une Terre incroyablement ronde et un ciel noir comme il n'en a jamais vu. Au bout de 10 minutes d'émerveillement, on lui demande de rentrer dans la capsule. Mais lorsqu'il essaie de rentrer dans le sas comme à l'entraînement, il se trouve que sa combinaison est devenue trop rigide, il est donc impossible pour lui de rentrer. L'oxygène dans son module de survie commence à baisser drastiquement. Il décide donc de rentrer dans le sas tête en avant. Leonov active la fermeture automatique de la trappe, mais malheureusement celle-ci qui se ferme 9 fois sur 10 ne se fermera pas cette fois-ci. Le premier piéton de l'espace essaye tant bien que mal à se retourner, mais impossible, la combinaison l'en empêche. Leonov décide donc d'ouvrir la valve pour faire baisser la pression de la combinaison, au risque d'attraper la maladie des questions et ferme les coutilles extérieures. Le commandant de bord Belialev remplit le sas d'oxygène à nouveau et il ouvre la porte intérieure. Alexei l'échappe de peu à la mort, l'équipage est à nouveau réuni. Ils doivent encore attendre avant de pouvoir rentrer sur Terre. Leonov n'arrivant pas à dormir à cause du stress décide. Ce sera d'ailleurs le premier dessin fait dans l'espace. À l'orbite suivante, les deux cosmonautes déclenchent la séparation du sas avec la capsule de rentrée. La séparation se passe bien, mais le Vostok se met à tourner sur lui-même. Mais pour l'instant, les contrôleurs au sol ne s'en inquiètent pas. En revanche, l'équipage qui effectue une vérification des instrumentations de bord remarque une pression dans la capsule 3 fois supérieure à la normale. Les contrôleurs demandent donc aux cosmonautes de diminuer la température pour éviter toute essentielle, pouvant déclencher un incendie mortel. La pression à bord a diminué quelque peu, il est donc temps de rentrer sur Terre. Mais encore une fois, tout ne se passe pas comme prévu. Le système de rentrée automatique n'a pas fonctionné, ils font donc orienter le vaisseau manuellement. Belialev y arrive tant bien que mal, la rentrée sur Terre commence alors. Le module de vie et le module de rentrée ne se détachent pas correctement et a donc pour effet de faire pivoter la capsule. À 100 km du sol, le module de vie se détache enfin. Mais un dernier coup du sort frappe les membres de l'équipage. Ils se sont posés dans la taïga, un désert de neige perdu au milieu de nulle part. Après 2 jours de survie entre les loups et le froid, une équipe de sauveteurs arrive enfin.
ils ont dégagé un espace à quelques kilomètres de là pour poser leur hélicoptère. Ils embarquent finalement dedans et sont reçus en triomphe par tout le peuple soviétique. Les défauts de la mission seront encore cachés par les autorités de l'URSS. Pavel ne revolera jamais dans l'espace et Alexei, lui, repartira pour Apollo-Soyuz, mais ceci est une autre histoire. Les Américains, pour leur part, envoyèrent leur premier homme marcher dans l'espace 3 semaines seulement après le vol de Voskhod 2. Comment ont-ils fait pour rattraper leur retard? Il faut remonter quelques années en arrière pour le comprendre. Et plus précisément, le 12 septembre 1962, le président alors au pouvoir est John Kennedy. Ce jour-là, il prit une décision la plus importante du programme spatial américain. Après les humiliations subies par son pays, il prononça un discours devant une université de Rice qui confirmait celui prononcé devant la Chambre des Congrès. Ce discours disait « We chose to go to the moon ». Nous avons choisi d'aller sur la Lune. We choose to go to the moon. La course à la Lune était lancée. Dans la décennie, l'homme ira poser le pied sur la Lune. C'est donc grâce à ce discours et au fonds levé par l'État que le programme Gemini et Apollo furent lancés. C'est dans un vol Gemini, le 4e, qu'Heather White fut le premier homme américain à sortir dans l'espace. Et pour la première fois, les Américains réussirent une première mondiale, envoyer une sonde survoler Mars, ce fut la sonde Mariner. D'autres pays entrèrent en jeu à cette époque-là, comme la France, 3e puissance spatiale au monde qui envoya par ses propres moyens un satellite nommé Astérix. Il fut donc envoyé par un lanceur français, Diamant. Les soviétiques, quant à eux, envoyèrent quelque temps après la première sonde qui se posa sur la Lune, Luna 9. Mais revenons aux Américains, qui grâce à leur nouveau programme Gemini, effectuèrent le premier rendez-vous spatial. Le 16 mars 1966, 2 hommes, 2 Américains, s'envolent à bord de la fusée Titan II. L'amarrage au premier étage ENA se passe comme prévu, mais un moteur de la fusée encore allumé entraîne une rotation à des vitesses infernales, telles que les astronautes ont presque perdu conscience. Neil Armstrong et son camarade David Scott utilisent les moteurs de rentrée pour arrêter la rotation, ce qui entraînera un retour sur Terre précipité. Les USA rattrapaient leur retard avec ce premier amarrage entre 2 véhicules spatiaux et se rapprochaient un peu plus de leur objectif nul avant 1972. Après cette mission, se passa 4 autres entraînements en orbite terrestre, et à Gemini 12, le programme prit fin. Ce programme fut un véritable tournant dans la course à l'espace, car lors de ces 4 dernières missions, les Américains avaient enfin rattrapé leur retard et pouvaient maintenant concurrencer les Soviétiques. Tandis que les Européens se réunissent pour créer un programme spatial commun, les deux grandes superpuissances sont en pleine évolution. Face à la course à la Lune, l'URSS va-t-elle réagir? Qui de ces nations sortira gagnant de la course à l'espace? Nous verrons tout cela dans un prochain épisode de Conquête de l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Tom Sol de la chaîne To The Moon. Sur ce, bye bye.